Aujourd'hui, on continue à courir comme des ratés, comme un cheval fougueux sur la plage. On va donc reparler de Monique Wittig. Monique Wittig, ça va vraiment pas être ma première vidéo et je vois un peu cet ensemble comme une exploration que je partage, commune c'est compliqué à dire, de l'œuvre de Wittig et qui en 2023 connaît vraiment une accélération parce que 2023 ce sont les 20 ans de la mort de Wittig et 2023 est donc l'année Monique Wittig. Et pour cela je vous engage très fortement 2023 année Wittig à aller suivre les parutions sur Instagram et Twitter des études de Wittigiennes, donc de l'association des amis de Monique Wittig, et des jaseuses. Je vais mettre les liens en description. Hier, c'était la présentation d'un roman. Alors, quand je dis que c'est des présentations, les amis de Monique Wittig organisent une fois par mois à Béton Salon, c'est à Paris Diderot, des lectures communes, c'est-à-dire on lit des morceaux de l'œuvre de Monique Wittig. Et hier, c'était Virgile Non, que en fait, je n'ai pas fini. Donc, c'est un peu tôt pour en parler. Vous me direz si ça vous intéresse. Je crois que c'est un de mes préférés en ce moment. Et je sais plus où j'ai vu Aurore Turbio dire que c'était probablement son préféré, aussi que c'est peut-être son plus abouti. C'est extraordinaire. C'est une réécriture de la Divine Comédie de Dante. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire un truc que j'ai prévu depuis longtemps, mais on va faire un peu différemment, c'est-à-dire parler de la pensée stoïque. On va se faire une jolie miniature spéciale Monique Wittig. Maintenant, il y a une nouvelle édition. Je crois pas que la pagination ait beaucoup changé, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'utilise celle-là. Édition Amsterdam, Ballet de diffusion, 10 euros. Il y a une édition plus ancienne et il y en a une avec une nouvelle couverture violette et verte. Très belle aussi. Et donc, et ça, c'est le flyer de l'année Wittig des amis de Monique Wittig, et dont le visuel est de Roxane Maillet. Et ça existe en tote bag. Derrière, j'en ai un, je sais pas où je l'ai mis. C'est vachement joli. Au départ, quand je voulais parler de la pensée stoïque, qui est un texte essentiel, et aussi pour l'histoire de la philosophie, je pensais, là voilà, c'est la réédition de l'édition Ballon, et celle-là, je crois qu'on l'appelle l'édition Turcotte, 2007-2013. Et moi, effectivement, je l'ai acheté en 2013, et lu en 2013, et je le relis régulièrement. Alors, la pensée stoïque, c'est à la fois un article et un volume, et je ne vais pas forcément parler de l'article La pensée stoïque. Au départ, je pensais présenter l'ensemble du volume, mais c'est peut-être pas la bonne façon de procéder. Donc, en fait, moi, je propose une chose qu'on a déjà... Enfin, je vais le faire, en fait, parce que vous n'allez pas répondre, puisque je suis toute seule. Je suis toute seule dans ma bibliothèque, donc vous n'allez pas répondre et je vais faire ce que je veux. Et c'est quand même vraiment bien pour ça, YouTube. Mais je me propose, en tout cas, plutôt que de faire une vidéo sur le volume, de faire des vidéos par article, parce que c'est quand même une pensée qui est difficile. Et qui énerve beaucoup de choses actuellement. Peut-être qu'il faut y aller progressivement et que ça permet aussi d'avoir des éclairages, comme on avait vu que le corps lesbien est vraiment, vraiment éclairé par le texte de Wittig sur le corps lesbien, quelques remarques sur le corps lesbien, quelques remarques sur les guerrières pour les guerrières, etc. C'est quand même des choses qui sont précieuses et importantes. Mais donc, année Wittig, moi je m'inscris aussi dedans. Et là, moi je voulais parler aujourd'hui de l'article intitulé Le cheval de Troie. Alors, je sais plus où sont les dates, je crois que c'est à la fin des articles et qu'on les a pas toutes. Ou dans la table des matières. En tout cas, moi, dans mon édition, ça débute à la page 107, donc je vais le lire et faire des commentaires. Et comme en plus je suis absolument flinguée de fatigue, ça va quand même... Alors c'est exigeant, mais ça va me donner un fil conducteur. Mais j'ai plus la date de celui-ci. Je vais essayer de le retrouver et de le mettre en description. Le cheval de Troie. Tout d'abord, il semble étrange aux Troyens, le cheval de bois, sans couleur précise, énorme, barbare. Tel une montagne, il s'élève jusqu'au ciel. Puis, petit à petit, il découvre des formes familières qui coïncident avec celles d'un cheval. Déjà pour eux, Troyens, il y a eu de nombreuses formes différentes, parfois contradictoires, mises ensemble pour façonner un cheval, car ils ont une ancienne culture. Le cheval construit par les Grecs est sans doute aussi un cheval pour les Troyens, même s'ils le considèrent encore avec inquiétude. Il est barbare par sa dimension, mais aussi par sa forme, trop brute pour eux, les efféminés, comme Virgile les appelle. Et plus tard, il s'attache à l'apparente simplicité, dans laquelle il voit de la recherche. Il voit maintenant
il voit, maintenant, toute l'élaboration que sa façon brute et rudimentaire a d'abord cachée. Ils en arrivent à voir comment étant forte, puissante, l'œuvre qu'ils avaient considérée sans forme. Ils veulent se l'approprier, l'adopter comme un monument et la protéger à l'intérieur de leur mur. Mais si c'était une machine de guerre? Toute œuvre littéraire importante est, au moment de sa production, comme le cheval de Troie. Toute œuvre ayant une nouvelle forme fonctionne comme une machine de guerre, car son intention et son but sont de démolir les vieilles formes et les règles conventionnelles. Une telle œuvre se produit toujours en territoire hostile. Et plus ce cheval de Troie apparaît étrange, non conformiste, inassimilable, plus il lui faut de temps pour être accepté. En fin de compte, il est adopté, et par la suite il fonctionne comme une mine, quelle que soit sa lenteur initiale. Il sape et fait sauter la terre où il a été planté. Les vieilles formes littéraires auxquelles on a été habitué apparaissent à la longue démodées, inefficaces, incapables d'opérer des transformations. Lorsque je dis qu'une œuvre littéraire peut fonctionner comme une machine de guerre sur le contexte de son époque, ce n'est pas de littérature engagée que je parle. La littérature engagée, tout comme l'écriture féminine, sont des formations mythiques et, comme telles, fonctionnent comme des mythes, dans le sens que Barthes a donné à ce mot. Comme telles, elles jettent de la poudre aux yeux des gens en faisant un amalgame, en jetant pêle-mêle dans le même processus deux phénomènes qui n'ont pas le même genre de rapport au réel et au langage. Les arguments éthiques qu'on connaît bien, tels qu'il ne convient pas de subordonner la littérature à l'engagement, ou encore un écrivain n'a-t-il plus rien à dire lorsque le groupe pour lequel il parle cesse d'être opprimé, ou encore qu'en est-il d'un écrivain banni par son groupe, ne sont pas de mise ici, car il ne s'agit pas d'un problème éthique, mais d'un problème pratique. Lorsqu'on parle de littérature, il faut tenir compte de tous les éléments qui entrent en jeu. Le travail littéraire ne peut pas être influencé directement par l'histoire, la politique et l'idéologie, car ces deux champs appartiennent à des systèmes de signes parallèles, des systèmes de signes qui fonctionnent différemment dans le corps social et qui utilisent la langue d'une façon différente. Dès qu'il s'agit de langage, on a affaire à une série de phénomènes dont la caractéristique principale est d'être complètement hétérogène. La première hétérogénéité qu'on rencontre, irréductible, touche au langage et à sa relation à la réalité. Mon sujet ici, c'est l'hétérogénéité des phénomènes sociaux qui impliquent le langage, tels que l'histoire, l'art, l'idéologie, la politique. Souvent, on les fait tenir ensemble de force, jusqu'à ce qu'ils s'ajustent plus ou moins à une conception préalable de ce qu'ils devraient être. Si on les considère séparément, on voit bien que dans l'expression littérature engagée, sont jetés pêle-mêle des phénomènes dont la nature même est différente. Ainsi assemblés, ils tendent à s'annuler les uns les autres. En histoire, en politique, on dépend de l'histoire sociale, tandis que dans son travail, tout écrivain dépend de l'histoire littéraire, c'est-à-dire de l'histoire des formes. Ce qui est au centre de l'histoire et de la politique, c'est le corps social, constitué par des individus. Ce qui est au centre de la littérature, ce sont des formes constituées par des œuvres. Naturellement, les individus, j'ai sauté ma ligne, et les formes ne sont pas du tout interchangeables. L'histoire met en relation des individus, la littérature met en relation des formes. Je vais en rester là, mais elle continue, bien sûr. Pour commencer à voir un peu et comprendre ce qu'est cette analogie extrêmement fructueuse, parlante et en même temps très complexe du cheval de Troie. Bien sûr, son étymologie est mythique et épique, puisqu'il s'agit d'un moment de l'Iliade. Et d'ailleurs, on peut noter que Vitique fait référence plus à Virgile, et je rappelle Virgile, non, que je suis en train de perdre, qu'en train d'être engouffré dans la bibliothèque. Donc on est quand même dans des références importantes, hein, mais qui sont aussi complètement communes. Et c'est intéressant parce qu'elle raconte l'histoire comme si
on y était, c'est-à-dire complètement in medias res. Ça, on le voit avec ce qu'on appelle le présent historique. On est dedans. Et qui va aussi avec non seulement un présent de historique, j'allais dire de vérité générale, mais un présent historique, mais qui va aussi avec une focalisation ou un point de vue qui n'est pas celui que l'on aurait pu attendre, c'est-à-dire des Grecs, mais celui des Troyens. Et donc, l'article débute sur la découverte du cheval de Troie, et non pas sa fabrication. C'est-à-dire, cette analogie entre le cheval de Troie et l'histoire des formes, qui se prépare ici, elle met d'emblée l'accent sur quelque chose qui est chez Barthes essentiel, et dont j'ai parlé en parlant des intentions de l'auteur et de la mort des mauvaises intentions de l'auteur, ça c'est le titre d'une vidéo, et plus précisément de l'article La mort de l'auteur de Roland Barthes. C'est-à-dire que là, il s'agit de mettre l'accent non pas sur les intentions, par exemple des Grecs, mais sur les effets, la réception, les lecteurs. Et un mythe extrêmement connu et fondateur de la culture au moins occidentale est ainsi déjà revivifié et en même temps, j'ai envie de dire, réétrangéifié, en fait remotivé en tant que symbole. C'est-à-dire que on connaît la suite, on sait ce qui va se passer avec ce cheval de Troie. Mais là, il s'agit de se rappeler de la surprise devant le cheval de Troie, surprise qui apparaît d'abord par l'inidentification, la non-identification de ce cheval et son identification progressive quand sa signification n'est pas encore comprise, avec tout de même des interrogations et des inquiétudes. Ça, on le voit notamment, et donc ça passe par un ensemble, on va dire sémiotique, par un ensemble de signes qui peut rappeler un peu les théories platoniciennes, mais bon, alors qui sont ultérieures au mythe, mais qui nous aident peut-être à le comprendre. L'idée de cheval a énormément de réalisations, dont certaines sont des vrais chevaux et d'autres sont des simulacres, des représentations de chevaux. Mais quand on va voir une forme étant ou représentant un cheval, normalement on reconnaît le cheval. Et c'est ce processus d'identification progressive, ou processus progressif, par étapes, qui est décrit dans le premier paragraphe de l'article. C'est-à-dire, quelle réaction finalement à une forme étrangère? Eh bien d'abord, il va y avoir des procédés qui vont chercher des effets de reconnaissance et d'identification à ce qui est connu, malgré l'étrangeté, et cela en faisant appel à une culture propre. C'est ce que Umberto Eco appelle l'encyclopédie du lecteur, et qui est ici chez Wittig l'ancienne culture, ou la culture ancienne, qui permet donc de comprendre ce qu'est un cheval, mais un cheval qui reste étrange, et elle est bien sûr ironique en disant qu'il est barbare. Barbare, étymologiquement, ça fait partie des grandes tartes à la crème des cours de latin grec, et bon, même en lettres modernes, on est censé le savoir, évidemment que ça reste des tartes à la crème de lettreux et de lettreuses, et pour les cagneux, mais barbare au départ c'est qui ne parlent pas le grec. Et donc là, ici, c'est ce qui est fait par les Grecs qui semble barbare aux Troyens. Donc il y a en même temps quelque chose qui est probablement très ironique et amusant, de l'ordre de l'inversion des signes ou de l'identification des, justement, significations complexes ou insignifications ou significations progressives par ce processus d'identification. Donc, finalement, on a un moment de communication entre les Troyens et les Grecs, puisque tous identifient le cheval, mais avec une étrangeté qui est d'abord, en fait, sa taille surdimensionnée, c'est bien plus grand qu'un vrai cheval, et sa forme trop brute pour eux. Ce qui permet à Wittig de glisser cette épithète détachée en la rattachant au poète Virgile, de rappeler que les Troyens sont appelés par Virgile les efféminés. Et là aussi,
on a une espèce donc ce qui ramène donc les Grecs d'une côté d'une masculinité, et en même temps, on l'a vu, de la barbarie, puisque c'est comme cela que le cheval de Troie est d'abord perçu. Et bien sûr que, s'agissant du genre, cette remarque entre dans une pensée, dans un ensemble, qui interroge plus que largement ce qu'est le genre, et comment le miner et le saper. On peut noter comment, voyant comment l'œuvre, considérée sans forme, est forte, puissante, là je refais la phrase du dernier paragraphe, les Troyens réagissent en voulant se l'approprier, l'adopter comme un monument et la protéger à l'intérieur de leur mur. Et donc il y a un phénomène comme ça d'appropriation, presque d'ingestion symbolique. En tout cas, ils vont se l'aliéner, ils vont faire de cette forme leur forme en la mettant en eux, c'est-à-dire dans leur enceinte, littéralement. Mais si c'était une machine de guerre, boum, détachée, la phrase est marquée par de retour à la ligne avant et après, qui la détachent et la mettent en avant, et qui nous mettent vraiment dans cette situation. Et en même temps, cette machine de guerre, eh bien ici on a un C, le pronom C apostrophe, qui est un démonstratif, il a d'abord une fonction anaphorique, c'est-à-dire qu'il désigne ce cheval de Troie. Mais finalement, et justement parce qu'il est d'un emploi particulièrement large en langue, il finit, et que la phrase est détachée, et va servir de pivot à la mise en place de l'analogie. Ce pronom démonstratif, il va ouvrir l'analogie à pouvoir considérer des textes comme des machines de guerre. On y est. Donc, il est anaphorique, mais finalement, il a aussi une vertu cataphorique d'annonce de ce qui va être là ensuite. Ça, je pense que c'est intéressant pour, s'il faut analyser, comment la phrase fait pivot. Toute œuvre littéraire est au moment de sa production, comme le cheval de Troie. L'analogie ici est absolument explicite. On le voit avec le verbe être, qui ici sert vraiment de copule pour la comparaison, comparaison tout ce qui est plus classique avec un comme, et qui va comme ça tisser, mettre en place un parallèle entre œuvre littéraire importante et cheval de Troie. Ça me permet aussi de répondre un peu à la question sur est-ce que c'était bien le livre sur les classiques d'Italo Calvino, c'était midi comme question, que j'avais eu en commentaire il y a quelques semaines. Bien, je me souviens beaucoup plus du texte de Monique Wittig qu'on lit en ce moment. Et là, la définition, normalement là on est dans un présent de vérité générale. Toute œuvre littéraire, on voit avec donc ce qu'on appelle un prédéterminant de la totalité, toute, qui est ici en fonction déterminant. L'article définit le cheval de Troie, on est dans un partage de notoriété commune. On est censé savoir ce qu'est le cheval de Troie, quand bien même il a été expliqué au départ. C'est-à-dire que là, je pense que si on lit l'article en commençant sans savoir ce qu'est le cheval de Troie, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, et ce que contient en lui d'annonce narrative la figure même du cheval de Troie. Mais que Monique Wittig n'a pas besoin de déployer, puisqu'on est dans une notoriété commune. L'exophore mémoriel de notoriété, d'une certaine façon. Même si là, on n'a pas directement la désignation de l'exophore. L'exophore, c'est c'est ce genre de type un de ces types, tu vois, Voilà, c'est ça, l'exophore mémoriel de notoriété, qui permet de créer des connivences. Là, on est dans quelque chose de plus lisse, au niveau des registres, de plus standard. Et donc, l'analogie, ici, on a envie de tout de suite aller vers la machine de guerre que va devenir le cheval de Troie, ou qui va se révéler derrière cette forme, une forme qu'on distingue comme une forme. Mais moi, je crois qu'il faut garder cet étonnement premier, cette incompréhension première, pour bien comprendre ce qu'est le cheval de Troie, pour Monique Wittig. Et on peut noter vraiment ce moment de sa production, alors qui pour moi n'est pas complètement clair, production, j'ai l'impression que c'est au moment de l'écriture, au moment de sa parution peut-être, je pense que c'est plutôt au moment de l'écriture,
parce que là, étonnamment, elle en arrive à l'intention et son but. Alors, avec une visée agonistique, je ne sais pas si on va la retrouver toujours sur ces vieilles formes et sur cette destruction des vieilles formes exprimées de manière agonistique, c'est-à-dire de manière combattante. En tout cas, ici, c'est vraiment le vocabulaire qui est employé, avec cette intention affichée, non seulement, moi je dirais, de démolir les vieilles formes et les règles conventionnelles, et d'en proposer d'autres, ou de proposer des règles sans règles, en quelque sorte. Une telle œuvre se produit toujours en territoire hostile, ça va permettre de nourrir l'analogie avec le cheval de Troie. Le territoire hostile, c'est les Troyens. Et finalement, alors quand on étudie une comparaison, une métaphore, moi je conseille vraiment toujours à mes étudiants et étudiantes lycéens et lycéennes, en journée, de faire un tableau à 2 colonnes et de mettre d'un côté le comparé, de l'autre le comparant. Au milieu, moi je le mets vraiment en travers, ça peut être 3 colonnes pour le coup, si on veut faire les choses proprement. Donc on va marquer, est-ce que c'est un com ou est-ce que c'est une identité, quelles sont les marques qui vont... Parce que ça peut bouger entre métaphore et comparaison au fur et à mesure. Là on a un et comme, mais ça peut devenir étant cheval de Troie. Donc ça, il faut être très rigoureux ou rigoureux sur ces choses-là. La rigueur, c'est vraiment important. Parce que c'est là qu'est l'analyse littéraire. Elle est dans la rigueur. Elle est dans le détail. Et donc, le comparé, c'est ce qui est comparé, et le comparant, c'est ce à quoi on le compare. Donc là, en fait, on parle de textes importants dans l'histoire littéraire, au cheval de Troie. Mais cette métaphore, comme elle est filée, il faut montrer son déploiement. Ce qui veut dire que le territoire hostile, ça, c'est ce qui va être commun, et on comprend que c'est les Troyens côté comparant, et l'histoire littéraire, les vieilles formes, côté comparé. On y est. Et ça permet de vraiment mettre de l'ordre. Et en fait, quand on analyse les figures d'analogie, il est extrêmement important, je trouve, déjà pour l'esprit critique, au-delà de l'analyse littéraire, de vérifier à quel point ça tient ou pas. Si on va chercher du côté des causes, des conséquences, etc. Est-ce que ça marche complètement ? Ça marche jamais complètement, normalement. Mais le but, c'est pas que ça marche complètement. Le but, c'est de voir comment les auteurs font fonctionner ça. Donc une telle œuvre se produit toujours en territoire hostile. Là, on n'a plus du tout, en fait, de comparaison. On passe dans la métaphore. Et la métaphore, c'est quelque chose qui va identifier avec une tension ontologique, qui se traduit en tension linguistique. Les œuvres, elles n'ont pas de territoire à proprement parler, si on est bien en métaphore. Là, quand je parle de tension ontologique, je fais référence à la métaphore vive de Paul Ricoeur. Donc ce cheval de Troie apparaît étrange, non conformiste, inassimilable. Donc là, on va avoir finalement les attributs du cheval de Troie, et qui vont, par contamination, par l'analogie, être celles de l'œuvre littéraire importante. Donc étrange, non conformiste, inassimilable. Et avec une espèce de loi, j'ai envie de dire naturelle, mais c'est parce que je suis un peu trollesque, que ça va être proportionnel. Voilà. Plus c'est étrange, plus il faut de temps pour être accepté. Donc là, boum, on parle de la réception. Et la réception, c'est l'entrée dans l'enceinte. Et donc ça, il faut vraiment l'écrire dans notre petit tableau. Et ça va amener une autre comparaison, beaucoup moins mythique, qui est celle de la mine. Et là, dans la mine, je ne sais pas trop, s'agit des mines comme les bombes, ou des mines que l'on creuse. En tout cas, j'ai quand même envie de dire qu'on a une très très belle phrase de relance d'écrivant à un taupier. Dans un vieux texte, pas dans un vieux texte, tous les textes de Relance sont vieux, c'est le 19e siècle. Mais dans un texte de sa maturité, on dit, moi j'avais dit des textes de vieillesse, on m'a dit que ça se faisait pas. J'ai pas dit que c'était une insulte la vieillesse, enfin. Mais avec cette idée donc de saper, et ça va amener l'inefficacité des vieilles formes qui apparaissent comme démodées et incapables d'opérer des transformations. Et cela parce que Wittig a quand même une foi assez forte en la littérature et en la langue pour faire advenir un autre monde. On le dit comme ça, on dirait que je chante du téléphone, mais ça n'est pas téléphoné. Oh, punaise, ça
c'est gratuit, c'est mieux tout seul. Et au paragraphe suivant, on va avoir une prise de parole à la première personne, lorsque je dis qu'une œuvre littéraire peut fonctionner comme, etc., qui va permettre de préciser un peu les choses. Et là, alors là, moi, je le trouve un peu compliqué, ce paragraphe, parce qu'on a tendance à se dire que la littérature est ou non influencée par la politique. C'est un peu le mythe, hop, j'attrape ma tisane, de la tour d'ivoire, des écrivains qui sont dans leur monde. Alors ça, c'est la vision Trifon-Tournesol de la littérature, mais qui est issue de manière quand même plus intéressante d'une idée d'absolu littéraire, de littérature autotélique, de l'art pour l'art quand on est du côté parnassien. Et tout cela nous vient du romantisme allemand, et je vous renvoie encore à Jean-Luc Nancy et la Coulabart. Je ne sais plus le prénom de la Coulabart, mais sur l'absolu littéraire pour comprendre le romantisme allemand, un peu à Gusdorf aussi pour ses conséquences, ou pas mal à Gusdorf, parce qu'en plus c'est vaste Gusdorf. Et il s'appelle C'est vaste Gusdorf. Alors, finalement, la littérature engagée n'existe pas pour Wittig, d'une certaine manière, parce que, on peut le dire de manière caricaturale, toute littérature serait engagée. Mais en fait, le raisonnement va être bien plus subtil et bien plus fort linguistiquement et philosophiquement, c'est-à-dire qu'elle rappelle qu'en fait, il s'agit de systèmes sémiotiques différents, c'est-à-dire de systèmes de signes différents, et qu'ils ont pour point commun les groupes sociaux, l'être social en quelque sorte. Je ne crois pas qu'il y ait une telle essentialisation. Le corps social, s'il y a quand même essentialisation, toujours appelé comme constitué par des individus. Et donc finalement, il y a comme en parallèle une histoire politique et une histoire littéraire. Donc elle ne dit pas d'emblée que tout est politique, elle dit en fait que tout a la même cause, qui est le corps social. En fait, il y a des gens qui font des choses, et boum, qui vont s'exprimer dans un système de signes, boum politique, boum littérature, en gros. Et avec tout ce passage sur l'hétérogénéité, c'est dur ça, des phénomènes sociaux, c'est-à-dire que finalement, en fait moi ça me rappelle beaucoup Renan, je suis désolée pour tout le monde, mais ça va, alors, moi aussi je fais des analogies pour m'y retrouver, c'est-à-dire que Renan suppose que l'humanité en fait n'existe vraiment qu'en tant qu'esprit humain, global, au singulier, complètement essentialisé, et que cet esprit humain a des produits que sont les langues, les religions, etc. Globalement, ce que nous on appelle culture, mais la différence nature-culture, elle n'existe pas au XIXe siècle. Et c'est un gros bazar pour le comprendre. Et finalement, Wittig, elle a la même pensée, sauf que tout est social. Et ce qui est au centre, c'est pas la nature qui va agir plus ou moins différemment, mais c'est ce corps social, ou c'est donc cet ensemble d'individus, et qui va quand même faire un ensemble, et qui va produire histoire de l'art, histoire, art, idéologie, politique, qui sont en fait distincts en ce qu'il s'agit de systèmes de signes distincts, c'est-à-dire de modes d'expression distincts des uns des autres. Et ça, c'est une façon de remettre l'humanité au centre d'elle-même, comme on peut mettre l'église au milieu du village. Alors moi, c'est un parallélisme qui prend la pensée ou le préjugé commun à rebrousse-poil. Parce qu'on croit à la littérature engagée, alors que finalement, la littérature engagée, dans la perspective wittigienne, est un non-sens. On continue, parce qu'en fait, elle serait plus socialisée, prise dans un ensemble social, ou marquée par ses origines sociales. L'origine sociale, ça ne veut pas dire parce que prolétaire, parce que littérature bourgeoise ou quoi. Ça, c'est le marxisme, c'est pas du Wittig. Mais par le fait d'être le produit de ce corps social qui lui-même est traversé par des dominations, des oppressions, etc. On continue. Le premier élément auquel un écrivain a affaire, c'est donc le vaste corpus d'œuvres, passées et présentes. Et il y en a beaucoup, il y en a
énormément, on n'arrête pas de l'oublier. Les critiques modernes et les linguistes ont déjà couvert un champ très vaste et clarifié le sujet des formes littéraires. Je pense à des gens tels que les formalistes russes, les écrivains du nouveau roman, Barthes, Genette, aux textes du groupe tel quel. Je ne connais pas bien la critique américaine actuelle. Mais Edgar Allan Poe, Henry James et Gertrude Stein ont écrit sur le sujet. Mais le fait est que l'on n'a que deux choix dans son travail. Soit on reproduit des formes existantes, soit on en crée de nouvelles. Il n'y en a pas d'autres. Peu d'écrivains ont été plus explicites à ce sujet que Sarraute en ce qui concerne la France et Stein les États-Unis. Alors, j'ai toujours tendance à le prononcer à l'allemande. On le sait, hein, je suis allemand LV1, continue à me jeter des pierres. Le deuxième élément auquel un écrivain a affaire, c'est le matériau brut, c'est-à-dire le langage en soi. En soi, un phénomène hétérogène à la fois à la réalité et à ses propres productions. Si on imagine le cheval de Troie comme une statue, c'est-à-dire une forme avec des dimensions, il est à la fois un objet matériel et une forme. C'est exactement ce que le cheval de Troie est en écriture, mais dans un sens un peu plus compliqué parce que le matériau utilisé, c'est le langage, qui est déjà une forme, mais aussi de la matière, quand je vous ai dit que j'étais fatiguée. Pour l'écriture, les mots sont tout. Beaucoup d'écrivains l'ont dit et répété, beaucoup le disent en ce moment même. Et je le dis aussi, les mots sont tout dans l'écriture. Lorsqu'on ne peut pas écrire, ce n'est pas, comme on le dit souvent, qu'on ne peut pas exprimer ses idées. C'est qu'on ne peut pas trouver ses mots. Il s'agit là d'une situation banale pour un écrivain. Les mots gisent là comme un matériau brut à la disposition de l'écrivain, tout comme l'argile est à la disposition du sculpteur. Les mots sont, chacun d'entre eux, comme le cheval de Troie. Ce sont des choses matérielles, et en même temps, ils ont un sens. Et c'est parce qu'ils ont un sens qu'ils sont abstraits. Ils sont un condensé d'abstraction et de concrétude en ceci, et en ceci, ils sont complètement différents de tous les autres médiums dont on se sert pour créer de l'art. Les couleurs, la pierre, l'argile n'ont pas de signification. Le son n'a pas de signification en musique. Et le sens qu'ils prennent une fois devenus forme n'est bien souvent, ou même la plupart du temps, un sujet de préoccupation pour personne. J'exagère. On ne s'attend pas à ce que leur sens ait un intérêt quelconque. On ne s'attend pas à ce qu'ils aient un sens du tout une fois mis en forme. Tandis que dès que quelque chose est écrit, cela doit avoir un sens. Même pour l'écriture poétique, on s'attend à un sens. Quoi qu'il en soit, pour commencer son travail, tout écrivain a besoin d'un matériau brut, de même que tout peintre, sculpteur ou musicien. On y est. Allez, on est en arrière. Il faut y aller doucement avec Wittig. Et donc là, on a un vaste passage sur le langage comme constitué de mots, et ce qui spécifie le langage comme outil, comme matériau artistique par rapport aux autres. On aurait pu croire que ce qui distinguait le langage de la peinture aurait été quelque chose de son immatérialité. Mais non, les mots sont matériels, et je peux vous le prouver. Il y a et de la typographie et du son. C'est tout aussi matériel que des notes de musique qui sont jouées ou, quand on va les lire, qu'un dessin à la craie sur le sol, qu'il soit ou non abstrait. Mais ce que je trouve extrêmement fin et stimulant dans la réflexion de Wittig, c'est de montrer en quoi ils sont, avant même leur emploi artistique, littéraire, à la fois matériel et immatériel, concret et abstrait. Et cela parce qu'ils ont un sens. Et que ce sens pose une exigence. Et si elle prend l'exemple de la poésie, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on aurait pu croire qu'il y avait réellement de l'art pour l'art. Et en fait, il n'y en a pas. Non pas pour des raisons politiques, dans la perspective de Wittig, mais d'abord parce qu'il y a une nécessité d'avoir un sens.
c'est-à-dire une signification, de signifier quelque chose. Et peut-être que pour mieux comprendre ce passage sur le réemploi de mots qui existent déjà, faut-il se rappeler ce qu'est l'intertextualité. Déjà dans le sens premier que Kristeva donne à ce terme, et qui est ensuite repris par extension par Kristeva, mais notamment par Barthes. Et là, je vous renvoie à la notice texte de Barthes pour l'encyclopédie Universalis, qui a justement un texte hallucinant sur le texte. Vous l'avez sur Universalis, notamment si vous avez des comptes universitaires, mais vous allez le trouver aussi dans les œuvres complètes par exemple, et peut-être qu'on peut le trouver comme ça en ligne. Bon, en tout cas pour Kristeva, l'intertextualité, c'est d'abord le fait d'employer des mots qui existent déjà. Et le fait qu'ils existent déjà, en fait, ça conditionne leur sens. Et là, on voit que quand Wittig oppose le fait qu'il y ait qu'on reprenne des formes anciennes ou des formes nouvelles, la question finalement se pose déjà au niveau des mots, ou ne peut pas être évitée au niveau des mots, puisqu'en fait tous les mots vont avoir un sens plutôt ancien, et la question va être ce qu'on fait de ces mots d'anciens ou de nouveaux. Et ça ne va pas se limiter à changer le sens des mots aussi arbitrairement. Enfin, je me souviens quand j'étais petite, j'avais essayé d'inventer une langue, c'était pas évident. Et la première étape avait été de inventer des suites de syllabes et de dire que ça signifiait chaise ou bureau. Et ça m'avait plutôt d'ailleurs insatisfaite, et j'avais donc essayé ensuite d'inventer une nouvelle syntaxe. Et j'en étais arrivée à, j'ai un peu de mal à sortir de sujet verbe COD parce que je savais pas qu'on pouvait faire autrement. Et j'étais pas capable de penser autrement, mais j'étais en primaire. Et donc, comment faire du nouveau dans la langue? Il ne s'agit pas ici simplement de syntaxe, hein. On va préciser les choses. Mais il faut retenir ces spécificités du langage qui permettent de mesurer les contraintes très spécifiques qui sont celles du travail littéraire. On continue. Cette question du langage comme matériau brut n'est pas une question futile, puisqu'elle peut permettre d'expliquer comment le maniement du langage est différent en histoire et en politique. En histoire et en politique, les mots sont pris dans leur sens conventionnel, et c'est uniquement pour leur sens qu'ils sont pris, c'est-à-dire dans leur forme la plus abstraite. En littérature, les mots sont donnés à lire dans leur matérialité. Mais pour atteindre ce résultat, tout écrivain doit d'abord faire une opération de réduction sur le langage qui le dépouille de son sens afin de le transformer en un matériau neutre, c'est-à-dire en un matériau brut. Ce n'est qu'alors qu'on peut travailler les mots et leur donner une forme. Cela ne veut pas dire que l'œuvre achevée n'a pas de sens, mais que son sens lui vient de sa forme. Des mots travaillés. Tout écrivain doit prendre les mots un par un et les dépouiller de leur sens quotidien pour être à même de travailler avec les mots sur les mots. Pour Klofsky, un formaliste russe, les gens cessent de voir les différents objets qui les entourent, les arbres, les nuages, les maisons. Ils les reconnaissent sans vraiment les regarder. Et d'après Klofsky, la tâche de l'écrivain, c'est de recréer la première vision des choses dans sa puissance, par contraste à la banale reconnaissance qu'on en fait tous les jours. Ce que l'écrivain recrée, c'est bien un effet de vision, mais il ne s'agit pas de celle des choses, mais plutôt de la première vision des mots dans sa puissance. En tant qu'écrivain, j'aurai atteint mon but quand chacun de mes mots aura le même effet sur le lecteur, le même choc que s'il les lisait pour la première fois. C'est ce que j'appelle porter un coup avec les mots. Il se trouve que certains écrivains me donnent ce choc quand je les lis. C'est d'ailleurs ainsi que je continue à comprendre ce qui se passe avec les mots. On va reprendre. Alors moi j'aime beaucoup qu'elle parle et en théoricienne et en praticienne. Et ça va bien avec ce concret abstrait, même si ça ne s'agit pas des mêmes coupures. Alors, la réflexion là, plus donc praticienne de Wittig, va amener une espèce de mode d'emploi. Recette, c'est pas vraiment ça.
Elle va redonner les étapes qui vont permettre d'aller vers cette nouveauté. On se rappelle, soit on fait du nouveau, soit on fait de l'ancien. Si on reprend de l'ancien, on n'a pas besoin d'en parler. C'est pas intéressant de parler de l'ancien. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir comment on fait du nouveau. Et ça va se jouer au niveau des mots mêmes parce que l'usage littéraire, qui n'est pas exactement l'usage autonymique de celui où on va dire le mot chien n'aboie pas, celui où on désigne le mot en tant que mot, mais l'usage littéraire de la langue, eh bien ce n'est plus seulement celui du système de signes abstraits, c'est celui qui met en jeu la matérialité de la langue. Et effectivement, on le sait, la poésie se caractérise notamment, si on le prend dans sa définition, dans la définition la plus stricte, on va dire il y a des rimes, c'est-à-dire en fait, il y a des sons, et donc il y a de la matière. Et là, on va mieux le comprendre, et donc comment des mots vont répondre à des mots. Donc là, ce paradoxe, ce qui avait l'air d'être le plus abstrait et le plus détaché, est en fait le plus matériel. Et qui va en fait se dépouiller du sens, on va abstraire les mots pour les retravailler, les refaçonner. On peut noter comment toute la métaphore ici va être du côté effectivement du façonnage, du modelage, de la sculpture, de la matérialité. Et d'une matérialité artistique. Parce que il s'agit de provoquer un choc, et là les métaphores sont visuelles, qui soit une découverte. Et on se rappelle comment Wittig a débuté l'article par un choc. Mais elle-même en provoquant un choc, c'est-à-dire en racontant une vieille histoire, mais de façon nouvelle. Celle même du cheval de Troie. Et ce travail de dépouillement, d'épuration de la langue, c'est pas très joli, l'épuration de la langue, de façonnage de la langue, d'abstraction, c'est ça qui va provoquer ce choc. Alors moi je dis ni oui ni non, là moi je suis le raisonnement. Ce que je dis, c'est que le choc des mots en littérature ne provient pas des idées qu'ils sont censés exprimer. Puisqu'un écrivain a d'abord affaire à un corps solide qui doit être manipulé d'une manière ou d'une autre. Et pour en revenir à notre cheval, si on veut bâtir une parfaite machine de guerre, on doit se garder de l'illusion que les faits, les actions, les idées peuvent dicter leur forme directement aux mots. Il faut en passer par un détour. Et le choc des mots est produit par leur association, leur disposition, leur arrangement, aussi bien que par chacun d'eux dans son utilisation isolée. Le détour est le travail. Il consiste à travailler les mots comme dans n'importe quel travail où on transforme un matériau en autre chose, en un produit. Il n'y a pas moyen de se passer de ce détour, car c'est dans ce détour que tient toute la littérature. Ce qui est presque une réécriture de la leçon inaugurale de Barthes, et c'est cet indirect qui est précieux. Je sais plus, non, j'en ai pas fait. Tiens, ça serait une bonne vidéo, ça, la leçon inaugurale de Barthes. Donc finalement, c'est pas juste qu'on va prononcer différemment les mots, enlever des syllabes ou ce genre de choses, mais on va infléchir leur sens par ce qu'on appelle en linguistique les collocations. Avec quoi on les met, les mots. Et donc le choc, ici, est donc un détour, parce qu'on ne peut pas travailler directement sur le mot, il faut passer par cet assemblage des mots. Et cela, quand elle explique qu'il faut se détacher des faits, actions, idées qui peuvent dicter leur forme directement aux mots, ce ne sont pas les bonnes intentions qui fonctionnent, c'est le travail. Comme souvent dans la vie. Donc ce n'est pas l'engagement dans sa forme la plus standard qui va permettre de façonner l'œuvre. Et c'est pas parce que je vais être une gentille fille ou un gentil garçon que je vais faire une bonne œuvre. C'est autre chose qui doit se passer. Et ça n'est pas forcément ni gentil ni moral. J'ai dit que l'histoire a trait aux gens, tandis que la littérature a trait aux formes. Toutefois, en tant que discipline, l'histoire, comme toutes les disciplines, utilise le langage pour communiquer, écrire, lire, comprendre et apprendre. L'histoire, l'idéologie et la politique ne remettent pas en cause le médium qu'elles utilisent.
Elles appartiennent au domaine des idées, qu'on continue à considérer comme à part du langage, issu directement de l'esprit, en oubliant le détour par le langage, mais qui va reprendre les vieilles formes. En fait, intertextualité sans autre réflexion. Ces disciplines reposent encore sur la division classique du corps et de l'âme. Même dans la tradition marxiste et post-marxiste, il y a, d'une part, l'ordre économique, l'ordre matériel et d'autre part l'idéologie et la politique qui constituent la superstructure. Le langage n'est pas pris en compte en tant qu'exercice direct du pouvoir. Dans cette conception, le langage, tout comme l'art, fait partie de ce qu'on appelle la superstructure. Tous deux sont inclus dans l'idéologie et, comme tels, ils n'expriment rien d'autre que les idées de la classe dominante. Et ça, c'est l'idéologie allemande. J'avais dit que j'en ferai une vidéo de cet article, mais c'est vraiment l'idéologie allemande de Marx. Les idées dominantes sont les idées de la classe dominante, parce qu'ils ont les moyens de production et notamment d'expression. Ce n'est qu'en réexaminant constamment comment le langage fonctionne à la fois dans le domaine de l'idéologie et dans le domaine de l'art, qu'on peut échapper à ce que les marxistes appellent précisément l'idéalisme, qui oublierait les conditions de production. La forme et le contenu correspondent à la division corps-âme, et on s'en sert pour décrire les mots du langage pris un par un, ainsi que des ensembles, c'est-à-dire des œuvres littéraires. Les linguistes parlent de signifiant et de signifié, ce qui revient à la même distinction, la matière, le sens, le concret, l'abstrait, qui seraient divisés. La littérature peut donc nous apprendre quelque chose, et là c'est encore une réponse au savoir que permet la littérature, à la leçon inaugurale de Barthes. La littérature peut donc nous apprendre quelque chose qui peut servir dans n'importe quel autre champ, parce que c'est l'outil même que l'on façonne, et pas ce que l'on fait avec l'outil. Quand les mots travaillent, la forme et le contenu ne peuvent pas être dissociés parce qu'ils relèvent de la même forme, la forme du mot, une forme matérielle. Et donc quand on fait vraiment de la linguistique, on ne va pas considérer le langage comme seulement un ensemble de signes manifestant une idéologie, mais bien dans une matière, ce qui peut être contre-intuitif. L'œuvre de Proust est un des meilleurs exemples que je connaisse de machine de guerre avec un effet à retardement. Pour commencer, tout le monde a cru avoir affaire à un simple roman à clé, une description minutieuse de la haute société parisienne. Et les mondains de chercher avec fièvre à mettre un nom sur les personnages. Par la suite, et on les oublie les romans à clé, par la suite, il leur a fallu bousculer les noms, puisque la plupart des femmes dans le livre correspondaient à des hommes dans la réalité. Donc là, on a bien un travail sur les signes. Et donc sur le genre comme signe, ou ensemble de sémiotiques. Ce qui revient à dire que bon nombre de personnages sont des homosexuels. Puisque pour les mondains, les noms des personnages n'étaient que des codes désignant de vraies personnes, en considérant rétrospectivement leur monde apparemment normal, ils ont dû se demander qui parmi eux en était, combien ou s'ils étaient tous. À la fin de la recherche du temps perdu, c'est fait. Proust a réussi à transformer le monde réel, entre guillemets, en un monde uniquement homosexuel. Cela commence avec la cohorte des jeunes gens qui peuplent les ambassades, se pressant autour de leur chef de file comme les filles d'honneur autour de la reine Esther dans Racine. Puis viennent les ducs, les princes, les hommes mariés, les domestiques, les chauffeurs et tous les corps de métier. Tout le monde finit par en être, et donc le minoritaire devient majoritaire. Il y a même quelques lesbiennes ça et là, et Colette a reproché à Proust d'avoir magnifié Gomorrhe. Saint-Loup, l'archétype de l'homme à femme élégant, par un coup de théâtre s'avère être, lui aussi, homosexuel. Dans le dernier tome, Proust, en décrivant le dessin de toute l'œuvre, démontre que c'est par le travail que peut advenir l'émergence d'un sujet particulier, que le sujet peut se constituer. De telle sorte que les personnages et les descriptions de moments donnés servent, comme autant de couches, à construire, petit à petit, le sujet comme étant homosexuel pour la première fois dans l'histoire littéraire. Le chant de triomphe de la recherche ramène même
rachète même Charlus. C'est qu'en littérature, l'histoire, il me semble, intervient paradoxalement au niveau individuel et au niveau subjectif, et elle se manifeste dans le point de vue particulier de l'écrivain. L'entreprise la plus essentielle et la plus stratégique du travail de tout écrivain consiste à universaliser ce point de vue. En tout cas, pour mener à bien une œuvre littéraire, il faut avant tout être modeste et ne pas ignorer que tout ne se joue pas dans le fait d'être gai ou quoi que ce soit de comparable sociologiquement. En effet, la réalité ne peut pas faire l'objet d'un transfert direct dans un livre à partir de la conscience. Et donc on enlève tout le témoignage. Enfin, de la littérature. Plus le point de vue est particulier, plus l'entreprise d'universalisation exige une attention soutenue aux éléments formels, qui sont susceptibles d'être ouverts à l'histoire tels que les thèmes, les sujets du récit, en même temps que la forme globale du travail. C'est finalement par l'entreprise d'universalisation qu'une œuvre littéraire peut se transformer en une machine de guerre. On va y revenir un peu. Et là, c'est la fin de l'article. Je vérifie, normalement, c'est la fin. C'est la fin. Après, c'est la marque du genre qui est hyper bien aussi. Alors, l'exemple permet d'illustrer, et on peut noter qu'on avait eu les efféminés. Finalement, ce qui va se jouer au niveau du genre, c'est pas seulement homme-femme, ça va aussi être de l'ordre des identités sexuelles, d'attraction. Toujours avec cette métaphore de la bombe à retardement, etc. Mais comment va fonctionner la bombe à retardement ? D'abord par un effet d'attente et un effet de lecture qui est trompé. Les mondains qui cherchent les mondains. Mais qui, dans cette recherche des clés ou se retrouve à devoir inverser les genres des personnages, ce qui donc inverse les sexualités prêtées aux personnages, puisque les hommes sont donc cachés sous des noms de femmes, et inversement. Donc les personnages, finalement, exactement comme cela est raconté dans la recherche, font l'objet de révélations successives, au point que l'on ne sait pas qui en est et que tout le monde en est. C'est un peu la même chose qui va se passer avec les questions de Dreyfusard, mais c'est nettement moins marquant. Surtout pour dans l'optique de Viking. Mais, alors, ce qu'elle ne dit pas, c'est comment c'est déjà le thème de l'intrigue, et en même temps les effets de lecture. Cette espèce de suspicion qui va amener à chercher des signes pour comprendre qui est qui, et montrer cette homosexualisation du monde qui correspond parfaitement à la lesbianisation du monde que l'on a dans le corps lesbien. Il va falloir lesbianiser aussi le Christ et les hommes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut parler que de lesbiennes en leur donnant des noms de mecs ? Non. Non, non. Mais c'est une entreprise de déstabilisation des signes et des identités, et qui passe par la déstabilisation, déjà, d'identité de genre, ou de rôle de genre. À partir de là, la fin de l'article, et ça, ce sont des choses qui seront développées dans d'autres articles, explique que finalement, ce serait pas mal de résumer, mais en amenant quand même une nouvelle idée, il y a là une entreprise d'universalisation d'un point de vue particulier. Et que ce point de vue particulier, il n'est pas sociologique. Il ne s'agit pas, dans la vie, d'être gay ou pas gay. C'est pas la question. C'est la façon... Comment le dire ? Ou un point de vue particulier, pas forcément minoritaire, mais qui peut être minoritaire, on va dire d'un point de vue sociologique, va finalement pouvoir être universalisé parce qu'il va déjà pouvoir être partagé et éventuellement transféré au lecteur lui-même et à l'interprétation du monde tel qu'il est représenté
et tel qu'il est travaillé, exactement, et pas seulement présenté, c'est pas une question de simulacre, dans la littérature et dans les œuvres. Et c'est finalement peut-être de manière naïve qu'on peut aussi le résumer, c'est parce que il y a cette universalisation du point de vue, mais on y reviendra avec l'article sur les points de vue, qu'il y a vraiment une déstabilisation d'une forme ancienne, par exemple le schéma hétéropatriarcal, avant la recherche. Est-ce que ça va complètement jouer sur le monde ? Non, la littérature ne fait pas grand-chose. Est-ce que ça va quand même avoir des effets ? Bien sûr, évidemment. Et je vous dis à bientôt.